à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation du Tour de France 2022. Contrairement à l'année dernière, en plus il y aura les profils, alors pas les profils de toutes les étapes parce que c'est la magie d'ASO, autant pour les filles, le Tour de France féminin, je sais pas quel sera l'ordre sur la chaîne, là j'enregistre les garçons en premier. Mais c'est pour une question de cerveau, très clairement, parce que ça va me donner beaucoup de concentration, il faut que je passe par plusieurs sites différents. Donc, alors que pour les filles, j'ai à peu près tout sur la page officielle du Tour de France. Donc, pour résumer, là on aura tout ce que j'ai trouvé comme profil au maximum, voilà, qui viennent du site officiel d'Amaury Sport. Ça vient pas d'un autre site, donc niveau de la qualité, j'espère que ça sera bon. J'ai pas fait de test avant. Du côté des filles, on aura le profil de toutes les étapes, donc là ça sera encore mieux. Et puis on va revenir donc sur ce parcours 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, faites attention des fois, YouTube vous désabonne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, me donner votre avis sur ce parcours qui vous verrez à la fin comme vainqueur peut-être potentiel de ce Tour de France 2022 chez les garçons. Les vidéos vont se passer de la même manière, on parlera du parcours, je donnerai mon avis avec notamment ce qui manque peut-être pour moi pour certains parcours, et puis on donnera les favoris, enfin le profil type du coureur qui peut s'imposer sur ce parcours. Le parcours 2022 du Tour de France en chiffres, c'est 3328 km avec 23 cols de deuxième catégorie, première catégorie ou hors catégorie. 6 étapes de montagne, 5 arrivées au sommet, ce qu'ils appellent 5 arrivées en altitude. Du côté du Tour de France masculin, on va voyager dans 4 massifs, les Vosges, les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Un nouveau col, c'est le col de Spandel qui fera 1378 mètres de hauteur. 9 nouveaux sites ou villes-étapes, notamment le grand départ à Copenhague. On aura également Aigle qui sera le départ de la 9e étape. On aura Rocamadour également. Et la Capelle-Marival qui sera départ et arrivée de la 20e étape et Castelnau-Magnoac qui sera le départ de la 19e étape. On aura également 2 journées de repos, une journée de transfert. Ça c'est un peu la nouveauté du fait du départ à Copenhague. Et puis du côté des 5 arrivées en altitude, donc les 5 arrivées en altitude, la super plongée Bellefille, le col du Granon, l'Alpe d'Huez, Péragude et Hautacam. 2 contre-la-montre individuelle le premier jour et l'avant-dernier jour. Et puis surtout, 19,4 km de pavé, ça sera lors de l'étape numéro 5 et 53 km de chrono. 13 hors de l'étape inaugurale, 40 pour l'arrivée et toujours les bonifications 10, 6 et 4 secondes aux 3 premiers. On passe tout de suite au parcours avec cette magnifique carte. Donc voilà, carte. Donc vous voyez qu'il y a l'ouest de la France qui sera assez peu utilisé, le centre. Bon bah c'est un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire, on a eu une étape l'année dernière qui partait de Vierzon, fallait pas trop en demander, enfin cette année qui partait de Vierzon, il fallait pas trop en demander, et puis on passe pas notamment en Normandie, les Pays de la Loire, la Bretagne qui a eu 4 étapes cette année, n'aura aucune étape cette année, on ne passe pas en Vendée aussi, ou même dans la région de Bordeaux, l'Aquitaine, en Corse, et même en région PACA non plus, pas d'étape, donc ça se concentre vraiment sur très peu en fait de départements, mais on va encore passer à des endroits où on passe tout le temps, et c'est l'un des problèmes de ce Tour de France 2022. Le parcours, donc tout de suite, on commence par la première étape qui part de Copenhague pour aller à Copenhague. C'est une étape qui fait 13 km. Étape donc qui devrait être assez habituelle. Alors c'est le premier contre-la-montre inaugural depuis 2017 qui avait permis à Geraint Thomas de s'imposer ce jour-là. Bon, c'était du côté de Düsseldorf à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent. C'est un contre-la-montre qui sera en ville. C'est quand même 13 km, c'est pas un prologue, c'est un vrai contre-la-montre. L'idée c'est d'éviter de se prendre une tôle. C'est vrai que les coureurs qui prendront plus d'1 minute 15, ça sera déjà beaucoup sur un contre-la-montre comme ça de 13 km. Deuxième étape, on va partir de Roskilde
pour aller à Nyborg. Donc je précise, hein, jusqu'à l'étape 5, je n'ai pas de profil à vous afficher, à mettre à l'écran. Du côté de Roskilde, jusqu'à Nyborg, 199 km, c'est l'étape numéro 2. Étape plate, toute plate, cette étape numéro 2. Ça sera... Alors je rappelle aussi, particularité de ce Tour de France 2022, j'ai oublié de le préciser, on part un vendredi, hein. On part le 1er juillet, mais le 1er juillet c'est un vendredi du fait d'une journée de transfert qui impose donc voilà une journée de repos presque supplémentaire, mais qui ne sera pas vraiment du repos. Donc l'étape numéro 2, étape de plat, donc entre Roskilde et Nyborg. Étape où il faudra faire attention car on aura un énorme pont de 16 km à franchir dans les derniers kilomètres de course. Voilà, ça sera juste avant Nyborg et c'est un pont, le Storebælt, je pense que je prononce hyper mal, qui fait 16 km. Donc c'est-à-dire que même si le vent est assez faible, sur un pont il est toujours accentué. Et donc il faudra faire attention. Et en début de journée, on parcourra l'île de Zélande et on aura les 3 premières côtes de ce Tour de France 2022. Mais faire attention au vent, c'est vraiment ce qui pourrait être le plus compliqué sur cette étape. Entre Roskilde et Nyborg. Le lendemain, 3e étape, le 3 juillet, entre Vejle et Zondeborg. Dernière étape du côté du Danemark, étape plate pour cette 3e et dernière journée du côté du Danemark. Je pense que c'est une étape même qui devrait arriver assez tôt, cette étape du dimanche, pour permettre voilà, de favoriser le transfert. Ce qu'on avait eu notamment pour ceux qui se souviennent du départ en Corse, où la dernière étape en Corse s'était terminée assez tôt pour pouvoir faire le transfert facilement. Et le lendemain, on avait eu un contre-la-montre par équipe. Là, ça ne sera pas le cas. On aura une étape de sprinter le lendemain. Peut-être un peu moins dangereuse cette étape numéro 3, peut-être plus pour un sprint, mais il faudra quand même se méfier du vent. Donc journée de transfert après ces 3 premiers jours de course, c'est une première sur le Tour de France, on l'a déjà vu notamment sur le Giro quand on était parti d'Irlande ou des Pays-Bas, ou également sur la Vuelta, c'est déjà arrivé. On aura l'étape numéro 4, alors étape numéro 4, qu'on nous a dit comme pas si plate par les organisateurs, c'est vraiment sur Twitter, une étape pas si plate entre Mont-des-Flandres et du Boulonnais, peut-être l'occasion de se ruer à l'attaque. Je n'y crois pas trop à l'attaque, on sera quand même seulement le 4e jour de course pour cette étape numéro 4, voilà, entre Dunkerque et Calais. Faudra faire attention également avec la Côte d'Opale, les monts du Boulonnais, parce qu'on est proche de la mer, donc voilà, toujours se méfier des coups de bordure, surtout qu'on aura un final extrêmement côtier, et pour vous dire, c'est que j'y suis allé dans ces lieux-là en vacances, et je peux vous dire que Cap Griné et Cap Blandé, ça souffle. Même quand il n'y a pas de vent dans les terres, ça souffle très fort. Donc il faudra vraiment se méfier du Cap Griné et du Cap Blandé. C'est à peu près 40 km d'écart. C'est au-dessus de Boulogne pour ceux qui veulent une carte de France. Et il faudra faire attention s'il y a du vent également pour cette étape numéro 4. Et le lendemain, on aura une étape, donc ça c'est 172 km. Le lendemain, 155 km entre Lille, Métropole et Arenberg, Porte du Hainaut. 19 km 400 de pavés d'une longueur entre 1 km 3 et 2 km 8. On arrivera à la Porte du Hainaut comme en 2010 et 2014. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois qu'on avait eu un top 10 de Geraint Thomas ce coup-là, et je crois que c'était une victoire de Torusoft en 2010, je crois me rappeler. Ça avait été une étape où il y avait beaucoup moins de kilomètres de pavés. Il y avait eu notamment la chute de Frank Schleck, pour ceux qui s'en souviennent, lors de ce Tour 2010. On revient sur les pavés 4 ans après la dernière victoire de John de Gengol. Pour ceux qui s'en souviennent, ça avait été une étape assez intéressante, 19 km 400 sur 11 secteurs pavés. On les voit tout de suite, ces 11 secteurs pavés qui seront répartis vraiment sur les derniers kilomètres de course. C'est ça qui fera la difficulté, parce que l'étape ne fera que 155 km et ils seront répartis sur les 80 derniers kilomètres. C'est pas forcément les plus difficiles. N'empêche, il y en a 11 à franchir, et pour des coureurs qui ne sont pas spécialistes des pavés, c'est toujours un peu un défi. On aura
notamment Danzon à Valers. C'est à l'envers, bien entendu, pour moi. De Monchecourt à Émerichecourt. Marquant Ostrevert également dans ce parcours. Ils sont pas forcément tous utilisés non plus par Paris-Roubaix. Il y aura quelques parcours de ces secteurs pavés qui ne sont pas utilisés aussi par Paris-Roubaix, donc il faut le préciser. On continue avec l'étape numéro 6. Étape numéro 6, on arrivera à Longwy pour cette étape numéro 6. Et on partira, et on me l'a bien précisé dans les commentaires, avec mon accent belge était haché, 220 km en passant, on partira de Binche, là où se déroule le mémorial Frank van den Broek. Longue traversée des Ardennes. Et les Ardennes, c'est jamais de tout repos, avec 220 km qui seront accidentés. C'est la plus longue étape de ce Tour 2022, donc 220 km. On a eu plus long, notamment l'année dernière. Et avec un enchaînement dans le final qui sera compliqué, vous pouvez le voir tout de suite à l'écran. Avec le col de Pulventeux qui est très court, mais à 12,3% de moyenne, c'est sur 800 mètres. Je peux vous dire que même sur 800 mètres, ça va faire mal. Et puis on enchaînera avec la côte des Religieuses, 1,6 km à 5,8% de moyenne, avec notamment un passage à 11% dans cette difficulté. Du côté de Longwy. À Longwy, c'était, hop là, Peter Sagan s'est imposé en 2017 à Longwy. Voilà, je n'invente rien, c'est l'organisateur qui me donne ces informations-là. Et le lendemain de cette étape longue et peut-être très animée par les punchers, eh bien on aura également une arrivée très difficile vu que ça sera la super planche même des belles filles, c'est-à-dire avec ce kilomètre et demi en plus qui rend la course extrêmement difficile sur cette super planche des belles filles. Super planche des belles filles, on partira de Tomblaine, on aura 176 km. Bon, il n'y aura pas de grandes difficultés avant, de toute manière, même quand on met des difficultés avant la planche des belles filles, comment vous dire que avec la planche des belles filles, ça obnubile un petit peu tous les coureurs qui sont concentrés seulement sur cet objectif. Et on a vu les fois d'avant que la planche des belles filles, que les coureurs sont tellement obnubilés par cette difficulté qu'ils font une course de côte. C'est un peu le problème de la planche des belles filles, mais avec cette version-là, super planche des belles filles, on rappelle une partie qui n'est pas goudronnée sur cette super planche des belles filles. Vous voyez, c'est tout le temps très compliqué sur ces 7 km et avec des passages dans les 2 derniers kilomètres à 20 et 24%, ce qui est vraiment très très difficile. C'est le mur de Huy. Mais avant, sur ces 2 derniers kilomètres, c'est le mur de Huy. Mais le mur de Huy, déjà, c'est qu'1 kilomètre, donc c'est le double du mur de Huy. Et puis avant, il y aura eu des kilomètres avec beaucoup de difficultés. C'était un peu l'alto de l'Angliru à la française, la super planche des belles filles. Donc ça reste extrêmement difficile. Hop là. Le lendemain de la super planche des belles filles, on partira de Dole pour aller à Lausanne. Et on aura encore un dernier kilomètre avec pas mal de difficultés. Avec la côte du stade olympique. Dans cette étape entre Dole et Lausanne, étape de 184 km, arrivée en Suisse à Lausanne, et dans cette difficulté, vous voyez un passage à 12%, c'est 4 km, c'est assez régulier en plus, difficile de trouver son rythme sur ce type de difficulté, ça devrait plaire aux punchers du côté de Lausanne. C'est une arrivée qu'on a déjà vue sur le Tour de Suisse. Cette arrivée à Lausanne est souvent, c'est un peu assez spectaculaire. C'est une nouvelle arrivée pour le Tour de France. Le lendemain, étape numéro 9, on partira de Aigle pour cette étape numéro 9. Aigle, le siège de l'UCI, pour ceux qui ne sauraient pas. Et pour arriver du côté de Châtel, les Portes du Soleil. Pour cette arrivée, 183 km, on aura notamment, et là j'ai le profil complet de cette étape, hop là, moite-moite, Suisse, France, quasiment. Avec un départ de Aigle, on passera devant le siège de l'UCI, puis on aura les premières difficultés avec le col d'Emos,
13 km 300 à 4,1% de moyenne. Puis le col de la Croix. En plus, je dis une bêtise parce que ça sera pas mat-moite du tout Suisse-France. Ça sera 90% en Suisse et seulement l'arrivée en France. Donc vous voyez ces deux premières difficultés. 8 km 1 à 7,6% de moyenne pour le col de la Croix. On redescendra vers Aigle. On aura fait une petite boucle. Pour revenir vers la France. Et pour aller du côté du pas de Morgin, 15 km 400 à 6,1% de moyenne, col assez régulier, il y a un passage à 8% entre km 5 et le km 6, mais c'est plutôt régulier avec une dernière portion plutôt plate. On redescendra très rapidement avec Châtel, les Portes du Soleil, c'est 4 km, il y a un petit passage à 7%, c'est pas extrêmement difficile, je suis pas sûr qu'on n'ait pas une explication entre baroudeurs sur cette étape-là, que ça soit pas extrêmement compliqué, voilà, sur cette étape. Le lendemain, après Aigle, Châtel, les Portes du Soleil, ça sera le 10 juillet, et bien ça sera la première journée de repos qui permettra donc aux coureurs de refaire un petit peu du jus, même s'ils n'auront fait en fait que 6 jours de course avant la journée de transfert, parce que c'est la journée de transfert. Bon, certains diront on ne peut pas vraiment se reposer, sauf que c'est du temps dans les avions, mais entre Copenhague et Lille, je pense que ça sera l'aéroport de Lille qui sera utilisé, bon, c'est pas une distance non plus extrêmement longue. Donc l'étape du lendemain, ça sera Morzine, les Portes du Soleil, vers Megève. L'arrivée de Megève, elle est pas extrêmement compliquée, 148 km, une étape où on bordera les bords du lac Léman, donc ça devrait être magnifique, et on passera par l'altiport de Megève. En 2020, l'étape avait été assez dingue sur le Critérium du Dauphiné, pour ceux qui s'en souviennent, avec la victoire de Lennart Kemna sur cette étape, lors du Critérium du Dauphiné, et ça n'avait pas arrêté de rouler, avec notamment un Thibaut Pinot qui avait été attaqué de toutes parts, et qui avait craqué à un moment. Et en 2020, c'était Uran qui s'était imposé. C'est un coureur de EF qui avait gagné. Je crois que c'était Uran. C'était Nala qui avait remporté le Dauphiné. Non, c'était pas Uran qui avait remporté le Dauphiné. Je sais plus qui avait. Non, c'était Martinez. Martinez, à l'époque, qui avait remporté le maillot, parce qu'il était chez EF en 2020. Arrivée de Megève, vous voyez, c'est pas extrêmement dur, la montée de l'altiport, c'est assez roulant. Il y a quelques passages un peu plus difficiles que vous voyez en rouge, mais c'est pas extrêmement difficile. Là encore, ça sera compliqué de faire la différence, mais il faudra faire attention, on pourra avoir des défaillances. Lendemain de journée de repos, c'est pas toujours facile de remettre la machine en route, et avec une montée quand même de 21 km quasiment, donc pas toujours simple. On continue avec les Alpes. On aura le lendemain une très très grosse étape le 13 juillet entre Albertville et le col du Granon. Col du Granon qui n'est pas forcément le plus connu des cols du Tour de France. C'est pas un col qu'on franchit régulièrement. Étape assez courte encore, 149 km. Et c'est une étape pour les favoris, comme vous pouvez le voir sur le profil. Voilà, entre Albertville et le col du Granon, surtout beaucoup de difficultés dans les 70 derniers kilomètres. Ça va pas arrêter de enchaîner. Alors on aura déjà les lacets de Montvernier. Pour ceux qui s'en souviennent, déjà la difficulté est assez jolie. La route est très étroite en plus sur les lacets de Montvernier, 3 km 400 à 8,2% de moyenne. C'est très pentu en fait, c'est pas très dur en longueur, mais c'est très pentu, il y a pas mal de pourcentage, et surtout c'est des lacets qui n'arrêtent pas de s'enchaîner comme ça, et la route est très très étroite, donc il faudra faire attention au placement. Ensuite on redescendra vers le col du Télégraphe, et enchaînement Télégraphe-Galibier, je vous le montre tout de suite à l'écran, l'enchaînement Télégraphe-Galibier. C'est pas simple parce que la descente est très courte entre ces deux cols, et en plus elle est, je crois me souvenir, assez technique. Col du Télégraphe à 1566 mètres d'altitude, 11 km 900 à 7,1% de moyenne. Donc vous voyez, c'est pas simple, c'est plutôt régulier. C'est l'avantage, à part un passage entre le km 3 et le km 4 à 8,5% de moyenne. Et ensuite, on redescend vers le col du Galibier qui sera le souvenir Henri Desgranges, 2642 mètres d'altitude, dont 6-7 derniers kilomètres au-dessus de 2000 mètres.
Donc ça fait un petit peu mal et on se retrouve à être en difficulté au niveau de l'oxygène. Et surtout 17 km 700 à 6,9% de moyenne. Les premiers kilomètres, c'est à peu près tranquille. Même si c'est régulier, mais alors la fin, les 10 derniers kilomètres, vous avez notamment un dernier kilomètre avec un passage à 10, avec une moyenne sur le kilomètre à 10%. Donc c'est très très compliqué. Et puis après, on pourrait se dire... Oh bah là c'est presque fini. Bah non, parce que après derrière c'est le col du Granon. Et le col du Granon, c'est un sacré morceau. Vous voyez, c'est noir partout. C'est noir partout parce que quand c'est noir, ça veut dire qu'on a plus de 9% de moyenne sur le kilomètre. On a un passage moyen entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8 à 10,8%. C'est très compliqué. 11 km 1 à 9,2% de moyenne. Retenez bien ce chiffre, 2413 mètres d'altitude. Et là encore, hein, on a les 4 derniers kilomètres à plus de 2000 mètres. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux pattes. Ça sera pas facile dans le col du Granon. Col du Granon qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Alors, j'ai plus le chiffre. Mais peut-être qu'on me le mettra même pas en fait sur cette étape. Non, on me le mettra pas. Et le lendemain, on aura l'étape 12. Et l'étape 12, en fait, c'est une réplique d'une étape du Tour 1986. Vous vous souvenez, Tour 86, victoire de Gravel Le Monde devant Bernard Hinault et Bernard Tapie qui s'était fait des cheveux blancs entre les deux leaders de son équipe à l'époque, La Vie Claire, parce que Bernard Hinault avait failli lui faire à l'envers. Le col de la Croix de Fer à l'Alpe d'Huez sur cette étape numéro 12. Je ne sais pas si j'ai le profil complet. Ou si j'ai le profil complet, on part de Briançon pour aller à l'Alpe d'Huez, 166 km, le retour de l'Alpe d'Huez qu'on n'avait pas eu l'année dernière. Et on commencera directement, quasiment, il n'y aura pas de répit avec un départ. Et au bout de 10 km, début du col du Galibier. Et le col du Galibier, ça reste un gros morceau. Alors je ne l'ai pas à l'écran, bien entendu, le col du Galibier. 23 km à 5,1% de moyenne, c'est pas, je crois, la version la plus compliquée du col du Galibier, mais la longueur, 23 km, ça fait quand même mal. Et encore une fois, 2642 mètres d'altitude sur ce col du Galibier, qu'on reprend par l'autre face, en fait, tout simplement. Et puis on redescendra et on arrivera au col de la Croix de Fer. Et c'est une version un peu différente de d'habitude de col de la Croix de Fer, parce qu'en fait, c'est un enchaînement quasiment de 3 cols d'affilée, notamment avec de 3 difficultés, on va dire, et le col de la Croix de Fer, ce qui fait qu'on a 29 km de montée à 5,2% de moyenne, ce qui fait très mal aux pattes, et au final, on n'a que 5 km de descente et de version un peu plus plate. C'est-à-dire qu'on a 24 km de montée sur ces 29 en tout, à 5,2% de moyenne, avec un pied vraiment compliqué, vous voyez, sur ces 2 premières difficultés, c'est très dur. Et puis ensuite, c'est un peu plus plat vers le col de la Croix de Fer, mais on est encore à plus de 2000 mètres d'altitude sur cette étape. Et puis on continue vers l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, pour ceux qui se souviennent, 1850 mètres à 13,8 km de longueur pour 8,1% de moyenne, énormément de virages. C'est la particularité de l'Alpe d'Huez, c'est-à-dire que vous avez ces rampes toujours. Et c'est difficile de trouver son rythme parce que c'est assez régulier, l'Alpe d'Huez. Dernier kilomètre plat. Et on peut tenter de partir dans ces derniers kilomètres en puissance parce qu'il va falloir relancer avec du gros plateau sur la fin et c'est pas toujours facile. On se souvient notamment de la victoire de Pierre Rolland qui avait réussi à s'échapper dans cette dernière rampe à 2 km de l'arrivée, et puis ensuite il avait réussi à s'en sortir sur le plat. Notamment il avait attaqué un certain Alberto Contador ce jour-là, pour ceux qui s'en souviennent. On passe ensuite à l'étape numéro 13. Étape numéro 13, ça sera Bourdoisan-Saint-Étienne. Faire attention, on aura dans cette étape de Bourdoisan-Saint-Étienne, sortie des Alpes, avec les sprinteurs, mais les sprinteurs qui auront souffert sur les derniers jours. Et puis, on aura également certains baroudeurs qui tenteront leur chance. Le lendemain, donc ça sera une étape de 193 km. Étape numéro 14, étape du 16 juillet, entre Saint-Étienne et Mende. Une journée pour les baroudeurs. Une journée où il faut faire attention, l'arrivée à Mende, la montée Laurent Jalabert, où on se souvient, Thibaut Pinot et Bardet s'étaient fait avoir par Stephen Cummings. Ils avaient presque attendu que Cummings revienne, et puis Cummings les avait battus au sprint assez facilement. Montée Laurent Jalabert.
Sommet à 1,7 km de l'arrivée, ça redescend pas tout de suite et ça redescend pas énormément. En fait, c'est quasiment un plateau sur le dernier kilomètre 7. On va voir tout de suite cette montée Laurent Jalabert. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, Côte de la Croix-Neuve. Pourquoi on l'appelle montée Laurent Jalabert? Parce qu'en 95, avec le maillot de meilleur sprinter, le maillot vert, enfin le maillot du classement à points, voilà, pour ceux qui veulent être précis sur les termes, et bien Laurent Jalabert s'était imposé un an après sa chute du côté de Armentières. Voilà, chute spectaculaire en 94. Et c'est la résurrection, on va dire, de Laurent Jalabert qui change de profil, qui passe d'un profil de coureur sprinter à un profil beaucoup plus attaquant, beaucoup plus puncher à partir de ce moment-là. 95 années également, il remporte la Vuelta de tête. Je crois ne pas me planter sur cet aspect-là. Quoique c'est pas comme si c'était la première fois que je me plantais sur une de mes vidéos. Donc étape numéro 14. Voilà, faut toujours se méfier sur cette étape. Étape qui ressemblera à celle de 95, hein, selon les organisateurs. Le lendemain, on partira de Rodez ou Rodez. Savoir que les gens de Rodez disent Rodez. Moi, j'avais un pote qui habitait Rodez, il disait tout le temps Rodez. Il disait pas le Z normalement. Vers Carcassonne, du côté de Carcassonne, 200 km. Et c'est très proche de ce qui s'est passé cette année, en fait, sur le Tour de France. 200 km, faire attention au vent dans cette région-là. Bien entendu, c'est toujours un petit peu dangereux. Et puis, on se souvient que cette année, c'est Mark Cavendish qui a remporté son 34e bouquet sur le Tour de France. C'est là où il a égalé Eddy Merckx. Lendemain, journée de repos, la deuxième. Et ensuite, on attaque les Pyrénées avec une étape 16 assez particulière qui conviendra aux baroudeurs. Je pense que ça sera une étape très intéressante pour les baroudeurs. Il faudra se méfier du côté des leaders de ne pas se faire avoir parce que la difficulté sera là avec notamment le Port de l'Hers et le mur de Péguerre. Vous avez le profil entre Carcassonne et Foix. Port de l'Hers, au bout de 126 km de course, c'est le sommet. On va le montrer tout de suite, le Port de l'Hers. Port de l'Hers, c'est déjà un sacré morceau, 11 km 400 à 7% de moyenne, 1517 mètres d'altitude. On n'ira pas très haut en altitude sur cette étape, vous le verrez. C'est surtout une côte où on est assez régulier, en fait. C'est difficile. De toute façon, c'est un peu la particularité des Pyrénées. Si on devrait faire une généralité entre Pyrénées et les Alpes, ce sont des montées longues et régulières. Les Pyrénées, des montées plus courtes, mais souvent irrégulières. Et dans ce Port de l'Hers, vous voyez deux passages très compliqués au niveau entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2 avec un passage à 10,3% de moyenne sur ce kilomètre. Et ensuite, on aura une petite descente et on enchaîne tout de suite avec le mur de Péguerre, 1375 mètres d'altitude, 9 km 3 à 7,9% de moyenne. Vous me direz, oui, c'est pas hyper impressionnant. La dernière partie de montée du mur de Péguerre, c'est vraiment ignoble. On pourrait dire, c'est un enfer. Un passage à 18%, un passage à 16%, des kilomètres moyens à 13%, pourcentage moyen sur le kilomètre à 13%. C'est assez exceptionnel sur cette montée du mur de Péguerre. Et puis après le mur de Péguerre, ça sera l'arrivée à Foix, après une descente au bout de 179 km de course. On continue avec l'étape 17. Faire attention à l'étape 16, j'ai oublié de le signaler, l'arrivée à Foix. C'est la même arrivée que Warren Barguil en 2017, quand il s'appose avec le maillot à pois. Vous vous souvenez? Le 14 juillet, les deux virages. Les prendre par l'extérieur, les deux virages sur la droite. Sinon, vous vous faites avoir. Il faudra faire attention. On enchaîne avec l'étape numéro 17. Étape numéro 17, peut-être la plus belle étape de ce Tour de France. Parce qu'on aura énormément de dénivelé positif. 130 km seulement, ça risque d'être très très animé. On partira de Saint-Gaudens. Haro, ça sera, on va dire, le dernier moment facile de cette étape. Et ensuite, on a 70 derniers kilomètres où on va enchaîner, mais énormément de difficultés, notamment le col d'Aspin. 1490 mètres d'altitude sur le col d'Aspin. Là encore, assez difficile. Il y a un passage qui est très irrégulier. Et surtout, 12 km à 6,5% de moyenne. Et puis après, c'est la Hourquette dans 6 ans. Alors, c'est pas la version la plus compliquée de la Hourquette dans 6 ans. 8 km 2 à 5,1% de moyenne. Mais on enchaîne. Et puis, on s'arrête pas là parce qu'après la Hourquette dans 6 ans, petite descente vers Salary-Soulan. Et puis, c'est le col de Val-Louron
Azé, 10 km 7 à 6,8% de moyenne. Et ça sera qu'à 20 km de l'arrivée. Le sommet du col de Val-Louron, Azé. Je vous le montre, voilà, avec un passage à 9% entre le kilomètre 5 et le kilomètre 6. Puis vous voyez, ça reste difficile, hein, à part les 2 premiers kilomètres qui sont presque plats. Ensuite, c'est compliqué, c'est très compliqué, ça fait mal aux pattes. Et puis ensuite, vous redescendez, et tout de suite après, c'est l'arrivée à Peyragudes. Et l'arrivée à Peyragudes, un passage à 16%, 8 km à 7,8% de moyenne, 1580 mètres d'altitude, c'est la côte la plus haute de la journée. Et surtout, un dernier kilomètre avec 13% de moyenne sur ce dernier kilomètre. Encore un sacré morceau de bravoure. Et là, vous vous dites, oh, bah après, pour l'étape 18, ça va être plus facile. L'étape 18, c'est une horreur, cette étape 18, parce qu'elle va être encore extrêmement courte. C'est un peu la particularité de ce Tour de France. Pas énormément de kilomètres sur les étapes. L'étape la plus longue ne fera que 220 km. Et des étapes extrêmement courtes, donc extrêmement denses, extrêmement animées sur ces étapes-là. Normalement, c'est le principe. Ça sera la dernière explication au sommet. Ça sera le dernier moment pour les grimpeurs sur cette étape-là, avec cette arrivée à Hautacam. On part de Lourdes. Et certains essayeront de faire la prière du côté des sprinteurs pour tenter de finir cette étape. Et puis là encore, 50-60 km assez plat. Et puis on arrive à la première côte du jour, le col d'Aubisque. 16 km 4 pardon, à 7,1% de moyenne, le col d'Aubisque. Vous le voyez tout de suite. C'est dur, hein, là aussi on est assez régulier, notamment avec un passage à 10% entre le km 7 et le km 8, alors que le kilomètre d'avant n'aura eu que 7% de moyenne. Donc vous voyez, c'est assez irrégulier. Le final est très compliqué, surtout c'est long, 16 km et 1709 mètres d'altitude, hein, on va plus haut sur cette étape-là. Et puis ensuite on va franchir le col inédit de ce Tour de France, le col de Spandel. Je pense qu'on prononce de cette manière, 10 km 3 à 8,3% de moyenne. Ça sera à 33 km de l'arrivée, ce col de Spandel. Très irrégulier, assez irrégulier. Ça reste dur tout le temps, hein, quand je dis irrégulier, mais ça veut dire qu'il y a des passages où il y aura de la pente dans ce col de Spandel. Et moi j'aime bien les montées où il y a de la pente et il y a du pourcentage, vous le savez. Et puis ensuite on aura une petite descente après le col de Spandel vers l'arrivée à Hautacam. Là aussi c'est dur, Hautacam, c'est irrégulier. C'est vraiment le milieu du col qui est compliqué à Hautacam pour trouver son rythme. La fin est un petit peu plus facile, On a eu des arrivées mythiques du côté d'Hautacam, dont je rappelle 13 km 6 à 7,8% de moyenne pour cette étape-là. Ça fera mal sur cette étape. Voilà, hein, il faudra souffrir vraiment pour finir ce Tour de France du côté des sprinteurs. Le lendemain, on aura notamment une étape au sprint entre Castelnau, Magnoac et Cahors. Mais faire attention, cette année notamment, on l'a vu avec la victoire de Mohoric. Le vendredi, on commence à plus avoir beaucoup d'énergie, surtout qu'il y aura eu la journée de transfert. Donc voilà, pas mal de kilomètres également dans les jambes. Des étapes assez courtes, donc c'est-à-dire des étapes où on va faire forcément de l'acide lactique. Et les sprinteurs, sur les étapes courtes, ça veut dire des délais également extrêmement réduits à l'arrivée. Donc ça sera un petit peu compliqué. Donc peut-être que les sprinteurs seront fatigués pour cette étape-là. Moi, si j'étais baroudeur, je cocherais l'étape numéro 19. Si je suis pas très bon en montagne, je suis pas très bon comme sprinter, c'est peut-être l'étape qu'il me faut. Surtout que le lendemain, on aura un long contre-la-montre. Contre-la-montre de 40 km avec 2 petites difficultés sur ce contre-la-montre. Je vous le montre tout de suite. Hop là. Contre-la-montre qui part de Lacapelle-Marval pour arriver du côté de Rocamadour, connu notamment pour son fromage. Et avec 2 côtes sur la fin du chrono en plus. Hein. On les a mis sur les 5 derniers kilomètres du chrono. Ah, entendu, les mecs ont été un petit peu salauds. La première, c'est la côte que je la retrouve. Hop là, la côte de Magès, 1 km 6 à 4,7% de moyenne. Et puis la côte de l'Hospitalet, 1 km 5 à 7% de moyenne. Avec des vélos de contre-la-montre, c'est pas toujours facile. Et puis on sera au bout du bout des réserves, techniquement. Avant l'arrivée, ça sera bien entendu aux Champs-Élysées en partant de la Défense Arena pour cette dernière étape et cette arrivée du côté des Champs-Élysées au bout de 112 km de course pour cette dernière étape. Mon avis sur ce parcours, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Il y a des choses que j'aime sur ce parcours, c'est qu'on a quelque chose de
de très punchy en montagne. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de pourcentage des étapes assez courtes en montagne. Alors ça, c'est vrai que c'est presque super. Et des étapes où surtout, on voit par exemple dans les Pyrénées, on a des belles Pyrénées aussi. J'avais un peu peur, comme on avait eu cette année des Pyrénées assez exceptionnelles, on sait comment ça marche avec Christian Prudhomme, on donne ça et puis ensuite on reprend ça pendant 5 ans. Et là, du côté des Pyrénées, eh bien, on a un parcours qui est vraiment sympa, qui est vraiment intéressant, très punchy, des étapes assez courtes, et surtout les côtes vont s'enchaîner. C'est-à-dire que même en plus de faire des étapes très courtes, sur les premières parties d'étapes, c'est très plat. Et c'est sur la deuxième partie d'étape où on a pas mal de difficultés. Ça veut dire également qu'on mettra peut-être des sprints bonification en début de journée. C'est-à-dire que les sprinters feront peut-être la bagarre pour récupérer des points au niveau des sprints bonification. Ce que j'aime également sur ce Tour de France, c'est le retour des pavés. Et surtout, 20 km de pavés, quand même. On n'a pas mis juste 4-5 km, qui n'apportent souvent pas grand-chose. 20 km de pavés, si en plus vous avez du vent, c'est un petit peu compliqué, surtout que l'étape de la veille aura peut-être été animée, parce que les côtes du Boulonnais, va falloir se les farcir, notamment Cap Griné, Cap Blandé. Pour ceux qui connaissent, c'est un endroit où il y a toujours du vent. L'étape, moi que je trouve... l'étape de Carcassonne-Foix elle est intéressante pour les baroudeurs. Le contre-la-montre à Rocamadour, ça va pas être tout plat. C'est des routes qui n'ont pas forcément un super rendement vu qu'on sera en bordure du massif central. Donc souvent on a une route avec un grain assez particulier, ce qui fait qu'il n'y a pas de rendement. Donc même quand c'est plat, c'est dur. Et puis je pense à l'étape de Saint-Étienne-Mende. Il y aura pas mal de difficultés sur cette étape-là. Et puis l'arrivée à Mende, où il se passe toujours des choses sur l'arrivée à Mende. Ce qui me déplaît sur ce parcours, il manque une étape très longue. Notamment, moi je pense l'étape de Binche-Longwy. On aurait pu rajouter 20-30 km pour créer de la difficulté et pour créer une course animée. On l'a vu cette année sur le Tour de France, Vierzon-Le Creusot, ça a été peut-être l'étape la plus spectaculaire, pourtant de 147 km. Moi ce que j'aime pas, c'est ce départ à Copenhague. Parce que s'il n'y a pas de vent, on va se faire chier. Pour moi, un départ à l'étranger, ça a un intérêt quand ça apporte quelque chose à la course. Notamment de la difficulté, notamment quand on part de Belgique et qu'on passe dans les monts. Si on faisait une étape dans les monts Flandriens, ça aurait un intérêt. Si on faisait une étape dans le mur de Huy, dans les Ardennes, là aussi, ça a un intérêt. Parce qu'on n'a pas ce type de difficulté-là, forcément en France. On n'a pas le mur de Huy en France et ça peut apporter de l'intérêt. Quand on part de l'étranger juste pour une raison financière, moi ça m'intéresse pas trop. Voilà. Et ces premières étapes, il va falloir prédire vraiment, il va falloir prier pour qu'il y ait du vent. Sinon, ça sera des sprints assez classiques. Il n'y aura pas forcément un intérêt énorme. Ce que j'aime moyen également, c'est ce premier contre-la-montre à Copenhague. Moi, je suis pas fan des contre-la-montre entre 10 et 13 km. Entre 10 et 15 et 20 km, je suis pas extrêmement fan. Moi, j'aime soit les prologues, c'est-à-dire on fait un truc très court, très punchy, et c'est sur des profils de coureurs très particuliers. Et parfois, certains punchers arrivent à très bien s'en sortir, ou certains sprinters, donc on fait un truc de 5 km dans Copenhague. Soit on fait un contre-la-montre long. Moi, je suis pas fan des contre-la-montre entre 10 et 15 km. On aura des écarts qui seront assez limités au final, je pense, entre les différents leaders. Je dis, le mec qui perdra une 15, là, il aura déjà, ça voudra dire qu'il ne sera pas en très grande forme. Moi, ce que j'aime pas également sur ce Tour de France, c'est qu'on repasse encore par des endroits où on passe régulièrement. Alors, heureusement, cette année, on passe pas à Pau. C'est presque un miracle. On passe ni à Pau ni à Nice. Ces dernières années, on a enchaîné un petit peu des arrivées dans ces deux villes. Mais la planche des belles filles... Et en plus, on l'aura pour la course féminine également, la super planche des belles filles. C'est sympa la planche des belles filles, mais pas une fois tous les 2 ans, quoi. C'est quasiment ça, Vous regardez depuis la fois où on l'a fait la première fois, une année sur 2, on a la planche des belles filles. Bon, en plus, avec la version super planche des belles filles, ça sera une course de côte, Je vous le dis, c'est une course de côte. Les leaders vont être omnubilés sur ce moment-là. De toute façon, vous pouvez mettre des difficultés avant le planche de belle fille. Normalement, il ne se passe rien. C'est des étapes assez chiantes. Je vous le dis, pointez-vous à 16h40 pour cette étape-là, pas avant. Il n'y aura pas énormément d'intérêt, je pense. Et puis, le passage en Suisse,
pas forcément hyper convaincu non plus. Je suis pas un partisan du Tour qui doit rester en France. Je veux bien encore une fois qu'on passe dans les pays à côté, mais il faut que ça ait un intérêt. Si c'est juste passer parce qu'on veut passer devant le siège de l'UCI, il y aura la côte à Lausanne, mais la côte à Lausanne, au moment où elle est placée dans le calendrier, on va dire, de la course, je suis pas sûr que les leaders se fassent énormément la peau sur cette côte-là, surtout que la veille, il y aura eu la super plongée Bellefille. Donc je pense que ça sera une étape pour baroudeurs. Ça veut pas dire que l'étape sera chiante, hein, parce qu'avec les baroudeurs, il pourrait se passer de belles choses. Donc voilà, c'est un parcours qui est particulier, du fait qu'on part à Copenhague. Ça veut dire que on aura 7 journées de transition le lundi. On roulera sur aucun des lundis, hein. Pour vous préciser, c'est-à-dire que les lundis seront à chaque fois repos. Ça sera journée de transfert, mais c'est une journée de repos, hein. Ce qui va être particulier également, c'est de partir un vendredi. On va voir à quelle heure sera le départ à Copenhague. Est-ce que ça sera plus tard que d'habitude? Parce que le vendredi, tout le monde n'est pas devant sa télé. Est-ce que ça va pas un petit peu gâcher la fête? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser. Moi, ce que j'aurais rajouté sur ce Tour de France, donc j'aurais rajouté une étape longue un peu vallonnée, comme ce qu'on a eu cette année du côté de Vierzon. Par exemple, pourquoi pas l'étape Saint-Étienne-Mende et pas lui mettre 30 km de plus, ou pourquoi pas l'étape de Longwy, de Binche et Longwy, rajouter également des kilomètres pour en faire un peu de difficulté, ou pourquoi pas même l'étape de la super plongée Bellefille, hein, faire une étape beaucoup plus longue. Moi j'aurais voulu passer par peut-être quelques côtes inédites. Il y a simplement une seule côte inédite. Alors je sais bien qu'on est quand même à la 109e édition, donc des côtes inédites sur le Tour de France ça arrive pas si souvent. Et puis peut-être un chrono par équipe, hein. Il manque un chrono par équipe, je trouve. Voilà. Un long chrono par équipe. Vous savez, moi j'ai cette mélancolie des chronos par équipe qui faisaient quasiment 70 km. Parce que ça demandait une vraie organisation dans les équipes et c'était un vrai défi et vous pouviez pas perdre des coureurs rapidement. Il fallait vraiment utiliser les forces de l'équipe à son maximum et c'était vraiment un réel défi. Moi je suis un petit peu mélancolique de cette période-là. Alors le favori, il devra être bon en montagne. Il devra être surtout, je pense, avec des qualités de puncher. Des qualités de puncher parce qu'on voit pas mal de difficultés avec du pourcentage. Je pense notamment aux Pyrénées, mais n'oublions pas les Alpes, notamment sur l'étape du Granon ou l'étape de l'Alpe d'Huez. Il devra avoir des grandes capacités de récupération, peut-être plus que d'habitude, parce qu'on va avoir des enchaînements d'étapes qui vont être compliqués. Granon, Alpe d'Huez, je pense à Péragude, Hautacam, ça sera aussi enchaîné. Je pense à Calais, Arenberg, ça sera enchaîné aussi. Donc il faudra faire et puis ça sera Calais, Arenberg, Longwy, arrivé pour Puncher de 120 km et la plongée Bellefille. Il y aura un enchaînement en fin de première semaine qui sera assez compliqué. Forcément des qualités sur le contre-la-montre, mais le contre-la-montre à Rocamadour se fera peut-être sur la fraîcheur et je suis pas sûr que les grimpeurs soient totalement désavantagés sur ce contre-la-montre à Rocamadour, parce que voilà, faut toujours se méfier du grain un petit peu particulier de la route et puis on sera en fin de Tour de France et on aura eu quand même des étapes assez animées, mais il devra avoir des capacités de récupération et surtout avoir des qualités de puncher parce que dans beaucoup d'étapes ça va jouer avec des hautes intensités physiques et il faudra des qualités de puncher. Moi je me dis qu'un Julien Alaphilippe sur ce tour là il sera pas mauvais parce qu'avec des qualités de puncher on va, à part le col du Galibier et le col du Granon, cet enchaînement Galibier-Granon sur 2 jours avec l'Alpe d'Huez où on sera haut en altitude, souvent on sera en dessous de 1008, hein. Il faut aussi le prendre en compte, notamment dans les Pyrénées. Je crois que c'est au Hautacam, on sera à 1007, 1008, mais on dépassera pas beaucoup plus. Je pense moi que c'est un parcours qui convient à Julien Alaphilippe, notamment c'est un parcours qui convient à Pogacar aussi, parce qu'avec ses qualités de punch, je dirais ça lui convient forcément. Ça convient peut-être moins à Egan Bernal parce qu'on sera pas très haut en altitude. Ça convient peut-être moins à des coureurs, on va dire, avec des profils peut-être un peu plus classiques. Est-ce que ça convient à Roglic ? C'est difficile de savoir quel tour convient à Roglic. Ouais, mais j'ai les pavés, ça sera pas simple quand même.
pour Roglic. Et puis après je dis ça, mais il faudra voir également ce que donnera le parcours du Giro, ce que donnera le parcours de la Vuelta. On pourra peut-être après la Vuelta, qui est souvent le tour le dévoilé en dernier, dire ah bah tiens, tel coureur je vois plus sur quelle course et tel coureur je vois plus sur une autre. Mais là je me dis qu'un Julien Alaphilippe sur ce Tour de France là, ça peut avoir de la gueule, parce que même s'il y a 53 km de contre-la-montre, le contre-la-montre à Rocamadour, avec les 2 dernières côtes, je suis pas sûr qu'il perde 3 minutes sur ce contre-la-montre là. Le contre-la-montre à Copenhague, il va perdre un peu de temps, mais en sachant que son équipe sait très bien gérer les coups de bordure, c'est peut-être pas un problème. En sachant qu'il y a des pavés, c'est peut-être là il pourra se refaire son retard. Ou sur l'étape de Longwy. Donc non, c'est un parcours qui est intéressant pour lui, je trouve. Un Dylan Teuns également. Je pense notamment à lui parce qu'il y a la super planche de Bellefille, mais avec des parcours plutôt punchy, un Dylan Teuns, ça peut être intéressant. Moi, par exemple, sur un parcours comme ça, je vois pas Caruso. Sur un parcours comme ça, je vois pas un Caruso, je vois pas un Marc Padoun, qui sont, je pense, des grimpeurs qui ont besoin de côtes un peu plus longues en distance. Là, on manque un peu de. Alors, il y a des longs sommets, mais on en a que quelques-uns. Soit c'est très long, soit c'est très court. Enfin, soit c'est des étapes très courtes, très punchy, mais et avec des côtes assez régulières. Donc voilà, c'est mon avis sur ce parcours. Est-ce que c'est un parcours qui me plaît ? C'est intéressant. Je pense à part le départ, moi qui me plaît pas du côté de Copenhague. C'est un parcours qui va être spectaculaire, je pense. Rentrer en France, ça va être spectaculaire. Parce dans le nord il faudra attendre à Copenhague qu'il y ait du vent, mais peut-être que du côté de Nyborg il y a toujours du vent et ça peut être intéressant, mais bon, c'est toujours un peu risqué en été de miser sur le vent. Mais je pense notamment à l'étape de Calais. Il y a peu d'étapes de transition, de vraies étapes de transition. Il y a l'arrivée à Saint-Étienne et l'arrivée à Carcassonne. Et encore, je pense que les premières heures de course en partant de Rodez, il y aura peut-être quelques difficultés. Et c'est tout. C'est pas un tour pour sprinters. Là, très clairement, quand je vois le parcours, ça sera pas pour les sprinters. Parce qu'il y aura quasiment pas d'arrivée pour sprinters. Donc ça va être intéressant de voir qui se battra pour le maillot. Parce qu'il y a 3-4 étapes pour les sprinters, pas plus. Donc ça va être assez marrant de ce côté-là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle est un peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Donc nous, on fera également la présentation du Tour de France féminin. Ça sera un peu plus court parce qu'il y a déjà moins d'étapes, tout simplement. Et en plus, j'ai l'avantage d'avoir les profils complets de ce parcours. Et puis, il y a de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!